Merci beaucoup pour l'invitation et cette formidable conférence. Ces 2 jours exceptionnels là, que nous passons ensemble, ce sont les premiers, a priori, en France pour les architectes à traiter cette question avec toutes ces largeurs. Donc je suis très très honoré d'être ici. Alors, peu avant novembre 2022, il y a le graphiste Fabio Comparelli qui a publié une petite animation qui s'appelait Le futur de l'humanité. Et en montrant, donc cette animation montre la transformation d'un homme préhistorique, enfin d'un singe au début, puis après d'un homme préhistorique, vers un futur un peu dystopique. Alors, j'ai pas l'animation ici, mais et puis alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un grand émoi dans la presse, et après qu'il eut posté son œuvre sur les réseaux sociaux, et puis tout le monde disait, mais ça y est, l'IA prévoit l'avenir de l'humanité, et cet avenir n'en est pas un en fait, puisque à la fin l'homme se transforme en robot. Et puis, ça a fait le tour du monde. Il y a eu d'immenses débats et chacun a dit, ça y est, l'IA va faire disparaître l'homme. Et l'artiste, pendant ce temps-là, a essayé de s'agiter en disant, non, 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 mais c'est juste, je testais le truc, c'est juste un petit film d'animation que j'ai fait. Ce n'est pas du tout une prédiction. Il n'empêche que, et puis surtout, il était vexé que son nom n'était jamais cité. Alors, c'est vrai qu'en cette première année de l'an IA, si on peut dire, il y a eu un événement assez fort. Chacun a depuis son piédestal commenté et prédit, alors souvent de façon définitive, je ne sais pas si vous vous souvenez, de façon radicale, ce que l'esprit dans la machine allait faire à nos vies. Alors c'est vrai que l'événement a été considérable, hein, puisque ChatGPT a attiré sur son site 1 million de personnes en 5 jours, ce qui est un record absolu. Et par comparaison, Instagram a atteint ce score que en 2 mois et demi, Facebook a mis 10 mois, Twitter a mis 10 ans. Et puis, donc, le générateur de dessins, Midjourney, a suivi à peu près la même courbe, ainsi que Dali. Alors, un peu par un curieux hasard, peu de temps auparavant, l'une de mes étudiantes souhaitait faire son mémoire de master sur la relation entre le texte et l'image. Elle rêvait de pouvoir générer automatiquement des images à partir d'une description, hein. C'est le principe de l'hypotypose qui serait mise en action de cette manière-là. Alors j'avais un collègue qui travaillait avec moi qui a dit, mais cher ami, vous rêvez, c'est un vœu totalement inaccessible. Voilà, nous étions en novembre 2022, en septembre 2022, et en novembre 2022, on a vu ce qui est arrivé. Alors c'est vrai que nous sommes devant un phénomène que l'on peut qualifier d'émergence, c'est-à-dire c'est l'irruption soudaine dans la société d'un événement disruptif qui conduit à réinterroger l'ensemble de nos structures sociales. L'événement agit, il ne porte pas les questions en lui-même, il agit. Il les provoque de façon holistique, il installe une relation dialectique avec le contemporain dans lequel il arrive et en confrontant les grands thèmes avec ce qu'il apporte de nouveau. C'est ce que nous avons vu avec l'ensemble des réactions concernant l'intelligence artificielle, où on s'est posé des questions sur la création, l'avenir des métiers, la relation avec la nature, les projets politiques, etc. Alors, on peut prendre un exemple un peu similaire et que tout le monde peut connaître, c'est celui de la découverte de la grotte de Lascaux. Par exemple, en 1940, le jeune Marcel Ravida tombe dans la cavité, vous connaissez l'histoire, pour essayer de récupérer son chien, et puis il découvre les images peintes sur la paroi. Donc tout ça enclenche un processus qui va devenir lui aussi un phénomène d'émergence. Et parce qu'à l'époque, on était quand même persuadé que l'évolution se faisait de façon linéaire et ascendante, et que plus on s'éloigne dans l'espace et dans le temps, plus on est primitif. Et puis voilà qu'on découvre ces images saisissantes. Et puis, ça remet en cause le dogme. Et puis, on se pose la question, qu'en est-il de la pensée? Qu'en est-il de la conscience, de l'évolution, de la hiérarchie des races? Alors, nous sommes en 1940 pendant la Deuxième Guerre mondiale, et Marcel Ravida est juif même. Donc, ces questions sont, là encore, des questions d'émergence très, très fortes. Alors, en 2024, il y a eu le rapport du RIBA, qui a fait un compte-rendu des craintes, et ce serait bien d'ailleurs que l'Ordre des architectes en France fasse un peu le même type d'enquête, pour savoir si, à propos de l'IA, l'information circule, si c'est bien identifié, et on voit dans ce rapport que la majorité préfère attendre et voir. Et bien qu'ils s'en défendent, en fait, les architectes ont un très bon amortisseur. Ils appartiennent à une industrie qui serait moins sensible au numérique et à l'innovation. Alors c'est ce que détaille le rapport McKinsey, qui en 1919 s'est penché sur les activités de construction et qui les a classées, alors, vous voyez en bas à gauche, près de l'origine,
pour ce qui concerne l'utilisation du numérique et des innovations. Alors, c'est un peu en dessous la chasse, la pêche, les activités minières, les gestions de forêt, l'agriculture, hein, on voit tout ça. Alors, bien sûr, l'ensemble ne prend pas en compte l'ensemble les disparités géographiques et puis l'ensemble comment dirais-je, du processus qui va de la planche à dessin jusqu'au chantier. Et en tout cas, c'est vrai, comme l'a dit Illich juste avant, si l'IA peut faire beaucoup, c'est pas encore elle qui va poser les moellons. Donc, de toute façon, d'une certaine manière, il y a un peu d'attente. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que on a vu en 2022 un démarrage puissant des IA, beaucoup de questions qui ont été amenées. Et puis, on arrive maintenant en 2025, je pense qu'on commence à l'entendre autour de soi, que c'est peut-être finalement beaucoup de bruit pour rien. Alors peut-être que on regarde et puis, mais en fait, ça correspond tout à fait à la courbe de la loi d'Amara, donc qui était le cofondateur de l'Institute of Future à Palo Alto, qui écrivait: nous avons tendance à surestimer les effets d'une technologie à court terme et à les sous-estimer à long terme. Et en fait, effectivement, nous sommes en ce moment peut-être dans ce début de descente de l'intérêt et puis des effets que ça a produit, mais en fait, ça va remonter. Donc là, il va falloir être prêt. Alors c'est vrai que nous sommes aussi dans un moment particulier parce que on voit que ce phénomène est quand même sans commune mesure avec les évolutions précédentes. Hein. Le directeur général de Google, Eric Schmidt, avait annoncé que dans une échéance de 5 ans, des avancées majeures allaient arriver, presque transgressives. Et bien sûr, il accompagne ça d'une réflexion sur le coût énergétique des data centers, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même une forme d'urgence. On a évoqué, Illich a évoqué la question de l'éducation et de la pédagogie, puisque maintenant, on va dire que l'IA est encore visible. En fait, on voit où elle est, on peut encore la saisir, mais d'ici peu, elle sera invisible. En fait, elle va être complètement intégrée à l'ensemble de nos appareils, comme c'est le cas actuellement, vous savez, dans nos téléphones, l'appareil photo du téléphone, le GPS, etc. Tout ça, c'est rempli d'IA, mais on n'en a plus conscience. La dernière version de Photoshop, par exemple, de la même façon. Donc, en fait, l'IA s'invisibilise. Et après, la deuxième enclenchement, ce sera l'utilisation d'agents. Donc les agents d'IA, c'est une espèce d'entité logicielle qui est capable de percevoir son environnement, ce qui n'existe pas encore et ce qui décrit beaucoup de délimitations, et puis de prendre des décisions de façon autonome. Alors, si on pense que c'est déjà de la science-fiction, en fait, chez OpenAI, ça s'appelle Codex, chez Google, ça s'appelle Mariner ou Astra, et chez Microsoft, ça s'appelle Copilot. Alors, en fait, on a 3 éléments majeurs, je pense qu'il faut réussir à mesurer. Et puis l'idée que j'essaie de développer ici avec vous, c'est d'essayer de regarder ce que ces 3 effets vont avoir de déterminants, qui sont effectivement l'accélération, la multiplication et la conversation que l'on peut avoir avec la machine. Alors si les IA ont été livrées au grand public en 2022 et posent des questions profondes, il existe malgré tout des trajectoires qui nous aident à penser la chose et qui ont préparé leur émergence. Et puis, de ces trajectoires, on peut essayer d'identifier s'il existe des changements de paradigme, réellement, ou simplement des transformations ou des évolutions. Alors, le premier sujet concerne la vitesse de traitement. On l'a évoqué juste avant, traitement de l'information. Et longtemps, c'est vrai que l'exécution des processus de calcul a été un obstacle à leur adoption. Et puis, on l'a entendu, surtout beaucoup dans les écoles d'architecture, que nous pouvions aller plus vite à la main pour mettre en forme une idée. Et par contraste, l'ordinateur, du fait des interfaces, de la façon de les utiliser, ne permettait pas une telle fluidité dans la formalisation. Mais maintenant, les traitements complexes se font quasiment en temps réel. Et cela concerne aussi bien la création que, on l'a vu, ça a été dit juste avant, l'analyse des textes, la création et l'analyse d'images, les vidéos, la conception de plans, etc. Et puis également tout ce qui concerne l'environnement, c'est-à-dire les simulations solaires, acoustiques, thermiques, et la liste peut s'allonger encore. Alors, il existe un bénéfice malgré tout du temps réel.
qui est de pouvoir augmenter, on pourrait dire, la puissance de conception, puisque entre l'hypothèse et sa vérification, il ne s'écoule que quelques secondes. Donc on peut réitérer, on peut affiner la question, on peut tester des embranchements particuliers. Pour notre génération, alors je parle en vieux, personnellement, cette puissance itérative est fascinante, parce que nous mesurons à l'aune de notre expérience et de la façon dont nous avons pratiqué auparavant, justement ce gain de temps. La question se pose pour nos étudiants, les générations qui vont suivre et qui peut-être utiliseront directement les phénomènes. Est-ce qu'elles auront la mesure de cette distance qui existe ou ce pas qui est franchi? Alors là encore, c'est un défi pédagogique et méthodologique et, et qui pose aussi la question du temps mental dans l'élaboration des choses. Quand tout est immédiat, est-ce que finalement ce temps mental que l'on utilisait pour l'élaboration des choses ne va pas manquer? Et puis, ça favorise l'augmentation de la production. Alors ça, c'est le deuxième sujet, en fait, puisque nous passons de la massification de l'information à la massification de la production. Et cette production induit que la bonne réponse n'est plus univoque. Cette fois-ci, elle n'est plus un objet unique, mais un nuage de possibles dans lequel il faut pouvoir la distinguer. Alors cette notion qui peut être déroutante était déjà accessible avec les algorithmes génétiques que l'on peut utiliser avec Grasshopper, avec Galapagos par exemple, avec Octopus, avec Valencia et puis d'autres encore. Et en fait, il y a peut-être là un changement de paradigme où nous passons de méthodes de conception travaillant sur le perfectionnement d'une hypothèse que l'on met à l'épreuve des contraintes à une conception sous contrainte desquelles vont émerger des dizaines, voire des centaines de solutions, si ce n'est plus. Et ce qui est fascinant, c'est que ces contraintes peuvent être contradictoires. Par exemple, on peut dire je veux absolument que ce soit le plus léger possible et le plus résistant possible. Et on va pouvoir travailler avec ces contraintes contradictoires. Alors, Grasshopper, par exemple, associé à des GAN, nous a préparé, les personnes qui ont travaillé Grasshopper, déjà mis un pied dans ce mode de conception. Et c'est vrai qu'on voit les modèles converger vers un optimum et les solutions se dégagent sous la forme d'un nuage avec, vous savez, ce front de Pareto là, qui dit que voilà, les bonnes solutions doivent être à peu près là-dedans. Donc la conception, à la fin, consiste moins désormais à avoir cette solution unique que dans l'optimisation d'une solution dans laquelle l'identification se fait dans un panel à l'intérieur de ça. Alors voici un petit écran de ConfigUI. L'utilisation des IA génératives, on est le prolongement méthodologique. Alors ça, c'est ce qu'on parle beaucoup de Midjourney, par exemple. Vous avez vu juste avant les écrans, mais en fait, on peut installer en local nos IA, travailler parfaitement en local. Et là, on va voir se développer tout le processus d'élaboration justement d'une image, que ce soit le choix donc du moteur que l'on va utiliser, la façon d'organiser le prompt, les librairies, les références que l'on va amener à donner en plus, etc. Donc, alors là, c'est un peu la version optimum. Je vous rassure, ce n'est pas toujours aussi compliqué. Donc, il y a une grande masse de solutions concurrentes. Et puis, en fait, ça conduit à développer des compétences. Et c'est là où c'est absolument nécessaire de mesurer les choses. C'est qu'en fait, on a besoin de compétences pour pouvoir identifier dans toutes ces données, les meilleures, à la fois dans les données d'entrée et dans les données de sortie. Alors, un troisième sujet qui est tout à fait déterminant et qui fait la rupture, en fait, c'est l'utilisation du langage naturel. Alors ça, c'est vraiment la différence, puisque, en fait, là, a priori, l'impact va être considérable dans le futur. Alors, ce qui est passionnant, et ça a commencé à être évoqué tout à l'heure, c'est que le langage naturel est passé par une forme de déconstruction. C'est-à-dire que pour accéder à ce langage naturel que l'on utilise avec les IA, il y a eu une déconstruction de l'approche sémantique du langage qui est passée, qui fait que les mots en fait sont divisés en tokens, c'est-à-dire en segments, en petits segments, qui peuvent être des syllabes, mais ça peut être aussi simplement une lettre et un espace. Par exemple, Z espace, en français, c'est un token parce qu'on sait que derrière le Z, il y a très peu de chances qu'il y ait une autre lettre qui suive. Et puis, donc tout ça va entrer dans une espèce de nuage. Et ce qui est assez déroutant et fascinant, c'est qu'en fait, on entre dans une zone de concept
Et donc on fait entrer du langage, ça entre dans du concept, et puis après ça ressort du langage. Et c'est l'expérience qui a été faite ici, où on s'est rendu compte que quelle que soit la langue que l'on entre pour poser une question, en fait, la langue est abandonnée pour le traitement de l'information, et ça ressort de façon linguistique. Donc il y a, à l'intérieur même du fonctionnement des IA, le langage n'est plus le nôtre tel que on le conçoit euh, normalement. Alors c'est vrai que le fait d'utiliser le langage naturel opère des changements radicaux et on le voit déjà, et je pense que chacun l'a déjà expérimenté. Par exemple, faire des recherches, on se rend compte que le moteur de Google devient extrêmement contraignant, quoi. Il répond plus aussi bien que les GPT. Et d'ailleurs, Google en a pris, enfin, ses actions descendaient, et puis on a pris une solution, puisque cette semaine a annoncé que son moteur de recherche allait être abandonné, il n'est plus développé, au profit justement d'un agent conversationnel qui serait Gemini, et depuis l'annonce, eh ben, en fait, Google est repassé dans les têtes des classements avec Gemini. Alors c'est vrai que le langage naturel offre une proximité particulière avec la machine. C'est comme quand, avec les téléphones portables, vous savez, quand on a commencé à caresser son téléphone, en fait, ça l'a rendu plus désirable. Donc on voit effectivement que le dialogue amène une entité particulière. Et là, je pense qu'il faut réfléchir peut-être différemment les questions que l'on a évoquées jusqu'à présent concernant l'intelligence, puisqu'on a essayé de trouver de l'intelligence dans ce qui était fourni. Je pense qu'on peut le réfléchir à l'envers et dire non, en fait, l'intelligence, elle est dans nous, dans la façon que nous avons de lire l'information. Et moi, ça me fait penser à Thomas Young ou Alexander Fleming. Vous savez, Thomas Young, alors je ne sais pas, quand vous allez au parc et vous regardez les canards, ce que vous avez en tête, par exemple, moi je dirais, tiens, je me donnerais bien du pain aux canards. Et bien, Thomas Young, lui, il dit, ah, les canards me font penser au caractère ondulatoire de la lumière, c'est grâce à ça que je vais pouvoir caractériser la lumière. Vous voyez, donc on voit la même chose, on n'en tire pas les mêmes conclusions. De la même façon, Alexander Fleming, il part en vacances, il laisse son sandwich pourri, il revient. Bon, nous, on dirait, ah mince, j'ai oublié mon sandwich, il est en train de pourrir. Lui, il invente la pénicilline derrière. Donc ça veut dire que par rapport à ces exemples, c'est le filtrage que l'on voit dans les réponses. Et en fait, l'intelligence, elle n'est pas dans la réponse, elle est dans la façon dont nous lisons la réponse et dans ce que nous voyons dans cette réponse. Alors, bien sûr, pour les architectes, tout ça va nous amener vers de nouvelles pratiques, ça a été dit. Et quand on regarde les démonstrations de Finch, par exemple, vous avez dû voir avec l'automatisation des plans, Rayon avec PlanFinder qui se met dans Revit maintenant, qui va automatiser, et puis toutes ces plateformes et ces applications qui vont nous permettre de travailler plus vite. Enfin, en tout cas, ce sont les promesses qui sont évoquées. Et on pourrait se dire, comme Paul Delaroche, ah ça y est, Paul Delaroche disait, en voyant l'appareil photographique arriver, il disait, ah, aujourd'hui la peinture est morte. Alors est-ce qu'on nous on doit dire, ah voilà, l'architecture est morte. Mais ça a été dit ce matin, il y a souvent la confusion entre la tâche et le métier. Et c'est vrai que s'il y a des tâches qui vont évoluer, le métier, lui, en tout cas, doit pouvoir se maintenir. Mais malgré tout, il y a 3 changements majeurs qui ont été évoqués. Donc la rapidité de l'information, le fait de pouvoir dialoguer et puis la massification. Comment le métier, en tout cas, risque de se transformer? Alors c'est vrai que la réduction du temps de réalisation peut avoir une conséquence particulière dans la relation avec les clients et les collaborateurs. Et on l'a déjà vu avec l'arrivée du mail. En fait, auparavant, on écrivait une lettre, on allait la poster, ça partait quelque part, quelqu'un la lisait, il répondait en écrivant son mail. Donc, grosso modo, une semaine pour faire un échange. Là, on envoie un mail. Si on n'a pas répondu dans la minute qui suit, les gens commencent à se dire, envoyer un deuxième, tu m'as pas oublié. Attends, quoi. Et donc, on va avoir des applications qui sont capables de traiter l'information extrêmement rapidement. Et quelles conséquences ça peut avoir? Alors, on voit déjà des exemples. La société Cubic, par exemple, propose la conception d'un aménagement d'espace en 24 heures. Donc, en 24 heures, vous envoyez vos contraintes, et puis en 24 heures, vous avez le dossier de plan, vous avez
vous avez la 3D, vous avez la visite virtuelle, vous avez les prix, etc. Et moi, je les ai interrogés et puis je leur dis, mais combien ça coûte? Ils disent, de toute façon, ça coûtera toujours moins cher, même si c'est recommencé 3, 4 fois, que de faire le projet pendant un mois. Donc voilà. Alors c'est vrai que ça identifie une pratique particulière que l'on commence à identifier comme le DaaS, le Design as a Service, qui dit que peut-être que on va passer par des prestations particulières. Alors, ça fait évidemment penser à Walter Benjamin, vous savez, la mécanisation, la reproduction, la reproductibilité, etc. C'est vrai qu'on a, avec un prompt, une infinie variation. Le même prompt nous permet de produire des images très légèrement différentes, mais en tout cas de façon infinie. Et ça nous pose aussi des questions sur la qualité, ça a été un petit peu évoqué, la qualité de la production. En fait, ça s'appelle la commoditisation des modèles d'IA. C'est-à-dire que c'est le risque de devenir de plus en plus standardisé, finalement. C'est-à-dire que, et on l'a vu, enfin, vous avez dû suivre quand il y a eu comment ça s'appelait, les packs, là, les personnes qui faisaient des images sous forme de jouets. Pardon. Oui, startup, voilà, j'ai oublié le premier mot. Mais en fait, ils utilisaient le même prompt et puis simplement, donc il y avait une forme comme ça de récurrence d'images tout à fait semblable. Et le risque, effectivement, peut se passer, et on l'a évoqué, le fait d'auto-alimenter les choses. Alors c'est vrai que cette commoditisation pousse les entreprises à différencier ce qui est en amont de la pile, en se concentrant sur l'expérience utilisateur. Alors, là encore, c'est ce que je suis en train d'écrire. En fait, c'est comment comment le métier d'architecte peut évoluer. Hein. C'est en prenant exemple sur des choses un peu semblables. Et parce que ce mouvement, il est déjà à l'œuvre. Sur Netflix, par exemple, c'est le cas. Mais vous avez bien vu sur Netflix, en fait, d'ailleurs, ils n'appellent plus ce qu'ils montrent des films, hein, ce sont des contenus. Hein, ça ne s'appelle plus des films sur Netflix. Alors, la question du langage naturel que l'on a évoqué tout à l'heure, elle offre quand même des opportunités tout à fait passionnantes, et en particulier venant de la façon que l'on va communiquer avec la machine. Comme on est en langage naturel, réfléchir à concevoir par le dialogue va nous obliger à dire précisément ce que l'on cherche. Et là, il y a un vrai défi. Et si on n'est pas capable de dire précisément ce que l'on cherche, on va avoir des effets induits un peu bizarres. Et c'est ce qu'on appelle le problème de l'alignement. En fait, c'est quand la question est mal posée et la réponse, finalement, ne correspond pas exactement à ce que l'on va vouloir attendre. Par exemple, je peux demander à une IA, est-ce que vous pouvez m'aider à résoudre la crise écologique? Et si j'ai mal conçu ma question, et si la réponse est mal alignée, elle va me répondre, bah oui, il n'y a qu'à éliminer les êtres humains, et puis voilà, votre problème est réglé. Donc, ce n'est pas exactement ce que l'on cherche à faire. Alors, c'est vrai que par rapport à ça, je peux écrire un roman, je peux réaliser une œuvre. Enfin, donc, il y a un déplacement de compétences à suivre. Si tout le monde est capable de faire le boulot de l'architecte, alors finalement, quelle est la compétence qui ressort de tout ça et qui permet malgré tout de distinguer? Alors, il faut se dire, outre le fait des amortisseurs que j'ai évoqués tout à l'heure, on peut regarder quand même comment ça marche. Et on voit que dans l'ensemble des opérations, pour l'instant, il y a trop de gaps, il y a trop de trous pour que ça fonctionne de façon fluide. En revanche, ça marche très très bien en concertation. Et alors, il y a trop de trous parce qu'il y a un problème de consistance, en fait. C'est-à-dire qu'entre une vue, on voit tous des vues magnifiques, mais en fait, quand on travaille avec, on se rend compte que si j'ai une vue de façade et je veux l'autre façade, eh ben, je n'ai pas exactement le même bâtiment, pour l'instant. Mais c'est en train de se résoudre très, très vite. Mais en concertation, ça marche très très bien. Et c'est très bien par rapport au public, puisque en fait, on va demander aux personnes de parler, et les mots, on les transforme en images, et de ces images, on leur redonne en disant, est-ce que c'est bien ça que vous aviez en tête? Et là, effectivement, on est dans un système itératif qui est plutôt efficace, et nous, on le teste beaucoup, et avec des résultats très, 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 très intéressants. Alors, c'est vrai que maintenant, les valeurs que l'on peut avoir, que l'on peut essayer de ressortir de tout ça. Alors,
il y a des valeurs quantifiables qui sont liées à l'efficacité, à la rapidité, à l'optimisation, hein. Et puis, c'est vrai que l'IA, on l'a dit de nombreuses fois, est capable de gérer de nombreuses données, vaste ensemble de données, ce qui peut nous permettre de travailler mieux. La valeur qualitative est plus difficile à opérer. C'est vrai que, et c'est là que ça demande des qualités particulières. Et on commence à voir émerger un terme qui définirait finalement cette pratique et qui pourrait être lié à celle des architectes, c'est celle de curateur. On dirait, bah tiens, finalement, vous êtes comme un curateur, ce qui oblige évidemment à avoir un contrôle responsable du travail, puisque ce qui va sortir, en fait, il faut pouvoir le valider. Alors, ça veut dire que au niveau des valeurs que l'on peut mettre en avant, c'est toute la valeur stratégique et relationnelle où l'architecte va définir des objectifs, il va interpréter des résultats et faire en sorte qu'ils suivent un certain nombre de préconisations, et en particulier celui social et environnemental, puisque là, pour le coup, il va avoir les moyens et les dispositifs pour pouvoir produire et traiter rapidement, à la fois en quantité et en qualité, ce type d'informations. Alors, si on revient à l'an 2000, c'est toujours intéressant de regarder les trajectoires, parce que malgré tout, il y a des choses que l'on a déjà vécues, comme par exemple l'arrivée de l'Internet. Et puis, on a à la fois des effets bénéfiques et induits. Et puis, en faisant attention au discours, il y a Antoine Picon qui avait écrit en 2010 que les personnes qui parlaient de ça produisaient une littérature essentiellement doctrinale, voire doctrinaire, qui émanait de prosélytes, de technophiles et de prophètes microscopiques de néo-avant-garde. Voilà, alors ça n'aidait pas non plus à dire les choses. Mais c'est vrai que quand on imagine Internet, on a vu tout le développement et le projet qui était derrière, qui s'est globalement réalisé, mais des éléments induits, comme par exemple, alors très précisément, le scroll infini, par exemple, qui est complètement délétère par rapport à l'usage que l'on a du net, ou le bouton like, ça a été de nombreuses fois commenté. Alors, pour conclure, en fait, on va vers, effectivement, alors comme j'ai 5 minutes, je vais conclure assez vite, on va avoir des enjeux liés à la fois donc, à la pratique, mais pas simplement. Il y a la question de l'identité professionnelle qu'il s'agira de retravailler. En fait, et cette question, et c'est pour ça que je l'avais évoqué comme un phénomène d'émergence, parce que c'est vraiment une question d'identité. Qui suis-je, en fait, au milieu de tout ça? Quelles sont mes valeurs? Et comment je vais porter ces valeurs? Et pour ça, l'Ordre des architectes est éminemment important pour dialoguer au sujet de l'IA. Mais ce n'est pas les seuls. Il y a aussi les assurances. Et deux choses par rapport aux assurances, c'est effectivement prendre en compte les nouvelles données liées à l'IA. Et inversement, parce que j'ai cru entendre dire que les assureurs comme la MAF, par exemple, commençaient à utiliser largement l'IA pour faire l'évaluation des bureaux d'architectes, pour regarder si c'était des bureaux fiables et pour éventuellement travailler cette question, donc en pouvant traiter des masses de données plus importantes. Voilà, donc ça, ce sont des petites mises en garde que l'on doit avoir et puis des alertes que l'on a en tête. Et puis, il y a le calcul de la rémunération, évidemment, puisque si on laisse passer l'idée que tout se fait tellement rapidement et tellement facilement, peut-être que voilà, la rémunération ne sera pas exactement à la hauteur de ce que l'on dit. Donc, ça veut dire redéfinir les missions de façon précise et peut-être avec une plus-value sur l'innovation, pour le coup, et sur la façon de travailler, donc en étroite collaboration avec l'ensemble du dispositif. Voilà, donc je dois être dans les temps. Donc, voilà.